Eh bien, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, je vais présenter un de mes projets personnels. Et je tiens à m'excuser d'avance parce que j'ai pas trop eu le temps de réviser mes slides. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Deuxième excuse, il y a déjà un projet open source, enfin pas open source, private source qui s'appelle comme ça, et je l'ai su qu'après. Du coup, le projet est peut-être voué à changer de nom au fil du temps. Donc, il y a déjà un moteur qui s'appelle Shiva, et en plus, c'est du C++. Pas de chance, hein. Donc j'avais regardé sur GitHub à l'époque, c'était pas pris, mais j'ai pas cherché via Google directement, donc my bad, désolé. Donc moi je suis élève à l'école Epitech, plus pour beaucoup de temps parce que je vais commencer un CDI la semaine prochaine, et on va pouvoir y aller. Du coup, petite information sur le projet qui a un petit but particulier quand même, c'est de faire fonctionner pas mal de librairies open source ensemble. Là, il n'y en a que quelques-unes, c'est-à-dire qu'il y en a encore plus que ça. Et l'idée était de les faire fonctionner de façon très facile. Le moteur s'installe en une seule commande sur toutes les plateformes via le package manager VCPKG. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet, mais peut-être qu'une prochaine fois, lors d'un Lightning Talk, on pourra en parler. Vous l'avez ici. Alors, du coup, on va parler un peu de la roadmap de ce soir. J'ai décidé de vous présenter des points que j'ai rencontrés lorsque j'ai dû développer ce moteur, les problèmes que j'ai eus, et aussi un peu la conception quand même. Donc, on va voir la conception en premier. Qu'est-ce que c'est qu'un ECS? C'est quoi les avantages concrets? On verra ensuite comment fonctionne la partie système de l'ECS. Donc l'ECS, ça veut dire Entity Component System. Donc on verra la partie système. L'autre partie qui est en fait Entity et composants, j'utilise une librairie pour ça. Donc moi, j'ai codé la partie système surtout. Modules, c'est pas ceux auxquels vous pensez que vous allez voir ce soir, mais on s'en rapproche et tout est prêt pour les accueillir. Donc là, les modules, ça va surtout être les modules qu'on appelle CMake Interface. Donc on va voir à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte. On va voir aussi comment on peut faire des enums Java, C# en C++, qu'est-ce que ça rapporte aussi, et franchement, énormément de temps de dev. Ensuite, un gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai voulu offrir à l'utilisateur la possibilité de faire des DLL, donc des plugins directement pour la création de son jeu, et que les librairies que j'utilise ne sont pas DLL friendly, mais comme c'était un objectif de les utiliser, j'ai dû m'adapter sans les modifier. Aussi, on verra de la réflexion statique, donc qui est presque full compile time, mais en fait, il y a juste les coûts de récupération de fonctions, par exemple, qui sont au runtime. Ça, on verra plus tard. On va voir le scripting et la génération de code qui utilisent la réflexion statique, justement. Et une petite vidéo à la fin d'une ancienne version du moteur pour voir ce que ça donne. Alors, on va voir l'approche de l'Entity Component System, mais d'abord, on va voir un modèle que vous connaissez tous, que vous avez certainement tous appris à l'école. Est-ce que ça parle à des gens, ça? Un peu ce modèle assez classique qu'on peut voir à l'école. Normalement, je pense que oui. Bon, il y a certains problèmes dans cette approche, mais aussi des avantages. Bon, première chose, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez simple comme approche. Par contre, premier problème, comme vous le savez, en C++, on a ce qu'on appelle le runtime polymorphisme, qui doit donc utiliser des pointeurs ou des références. Et donc, on a un énorme problème de cache, parce que quand on va, par exemple, boucler sur tous les GameObjects et qu'on va vouloir appeler une fonction dessus, bah, il va falloir aller chercher ce pointeur, etc., qui viendra aussi sur le runtime overhead. Ici, ce que vous voyez ici, c'est un cas d'école, donc c'est l'héritage en diamant. Le fait, parce qu'en C++, on a l'héritage multiple, qui est assez problématique, donc on a aussi ce problème-là. Par contre, l'extensibilité, si vous ne faites pas d'héritage multiple, elle reste assez simple, mais j'ai quand même mis une petite notion, faire attention de ne pas se retrouver dans ce cas ici. Runtime overhead, c'est pas bon non plus, parce que en fait, effectivement, il va falloir faire du travail au moment du runtime assez énorme. On va voir tout à l'heure avec l'autre approche que c'est quand même beaucoup plus simple. Et le maintien global de cette architecture, pareil, tant que vous ne rentrez pas dans l'héritage en diamant, ça va, globalement, vous faites juste vous rajoutez un héritage et
vous codez vos fonctions, donc ça reste relativement simple. Pour vous résumer ça en une seule image, en fait, ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que vous vouliez ça à la base, mais en fait, vous arrivez à plein de problèmes à la fin. Ça vient du Java, mais on peut le mettre aussi en C++, aucun problème. Le modèle de l'ECS, c'est vraiment très très simple. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez des entités qui sont en fait juste des ID. Et ces ID, en fait, vont débloquer en... C'est une approche dont je parle comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais disons que l'entité peut posséder des composants, pas directement, parce que c'est juste un ID, mais cet ID, en fait, est la clé d'une pool qui aurait différents composants. Donc là, en l'occurrence, le nom des composants qui est en haut, drawable, transformable, un script ou de la physique, ce sont juste de la data. Il n'y a aucune logique à l'intérieur, absolument aucune. Donc par exemple, on pourrait penser une entity joueur, donc on crée un ID, et on lui ajoute le composant drawable, transformable, script et physique. Et ensuite, en fonction de ce qu'on fait, par exemple, quand on va modifier son script, ça sera sa logique. D'accord? La deuxième entité, par exemple un mur, elle serait drawable, transformable, et elle aurait de la physique, mais elle n'aurait pas de script à proprement parler, parce qu'on n'a qu'à imaginer que quand on touche le mur, il ne se passe juste rien, il y a juste la collision qui rentre en effet. Et pour la dernière, par exemple, juste du texte, on aurait juste besoin qu'il soit drawable et transformable si on veut le bouger quelque part sur l'écran, par exemple. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc dans les avantages, c'est que ça reste toujours aussi simple. Le cache, tout est à côté en mémoire, parce qu'en fait, quand vous allez créer quand vous allez ajouter les composants la première fois, vous allez créer donc les memory pools qui sont liés à cette entité, et les composants vont être réutilisés la prochaine fois qu'une nouvelle entité va les utiliser. Il y a un peu du recyclage derrière. Il n'y a pas de diamond problem, c'est de la composition, c'est-à-dire que c'est, entre guillemets, dans votre tête, ce que vous devez retenir, c'est que l'entité possède des composants, même si ce n'est pas l'entité elle-même. L'extensibilité, c'est très simple, vous rajoutez un composant, vous décidez de l'ajouter, de l'enlever, c'est comme vous voulez. Runtime overhead, on n'a pas ce problème parce qu'on n'est pas obligé de passer par des pointeurs, vu que là, vous avez juste un ID et des composants, comme je l'ai dit. Et c'est toujours aussi maintenable. Donc normalement, voilà vraiment la principale différence. Et c'est pour ça que dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, on a vraiment une approche qui va vers ce modèle-là. Donc moi, vu que j'utilise une librairie, je ne vous présente pas comment on l'implémente derrière. Je vous dis juste que ça m'a apporté. Donc on va passer à la suite tranquillement. Donc dans le modèle de Shiva, je vais parler un peu des systèmes, comment j'ai créé un world. Donc le world, ça va juste être un monde qui est défini. Et il faut savoir que c'est pas forcément... Oui. Tu peux revenir en arrière d'un ouais. Oui. Il y a un point que je ne suis pas sûr de comprendre quand tu dis qu'il n'y a pas de runtime overhead. Mettons, si je suis dans le composant drawable, non pas dans le composant drawable, oui. J'ai besoin d'informations qui sont liées à transformable. Oui, c'est vrai que j'ai fait... Oui. Et j'ai besoin de transformable de mon entité. Oui, je me suis mal exprimé, en fait, c'est pour ça que le smiley est un peu moins souriant, comme on voit ici. C'est que, en fait, il y a un petit peu d'overhead, mais pas grand-chose. On doit faire un lookup dans une table pour trouver le... Voilà, juste un lookup. J'ai oublié de le dire, mais bon, le smiley parlait pour moi un petit peu. Désolé pour le problème à l'expression. Donc là, je vais parler du modèle. En fait, Shiva, ce n'est pas un moteur de jeu à proprement dit, c'est juste un moteur qui permet de faire des applications graphiques ou non. Donc, dedans, on a un registre d'entités, on a un système manager qui possède un registre d'entités et qui possède également un dispatcher. On a le dispatcher à part, et l'idée est vraiment très simple. Vous avez des systèmes, vous allez boucler dans ces systèmes, vous allez appeler la fonction update de chacun de ces systèmes. Dans l'implémentation de ces systèmes, vous allez récupérer les composants qui vous intéressent, et ensuite donc, les modifier, et ça va être ça votre logique en fait. Et donc du coup, les datas sont modifiées à travers les composants que vous récupérez dans ces systèmes. Est-ce que c'est clair ou il y a des petites questions par rapport à ça? Ok, donc on va voir un peu de code parce que c'est toujours bien. Du coup, le world, entre guillemets, c'est à peu près ça. Bon, il y a plus de choses dans l'implémentation complète, mais vous avez un registre de plugins en premier. Donc pour ceux qui se poseraient la question pourquoi il est déclaré en premier, c'est qu'il y a vraiment une raison pour ça. C'est qu'au départ, je ne l'avais
pas mis à cet endroit-là et j'ai beaucoup regretté de voir que mes librairies se fermaient et qu'ensuite j'invalidais des pointeurs. Donc voilà pourquoi il est en premier. On a le dispatcher qui permet juste d'envoyer des events ou de subscribe à des événements. On a le registre d'entité. On a également un General Error Handler. Donc ça, c'est tout simplement parce que j'utilise pas d'exception ou très peu d'exceptions dans le moteur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le dispatcher, dans le General Error Handler, je vais register un type d'événement qui va s'appeler Fatal Error. Oui. Tu n'as pas expliqué ce que c'est qu'un dispatcher. Il dispatche quoi? Il te permet de trigger des events et de register à certains types d'événements. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez register un type d'événement, on va le voir un peu plus tard, par exemple keep rest, ça va essayer d'appeler la fonction keep rest de l'instance de classe qui s'est register dessus. Donc par exemple, vous allez dire register tel type d'événement, this, vous allez envoyer this, et du coup, quand vous allez trigger cet événement, il va parcourir une collection de tous ceux qui sont register à ce type d'événement et appeler la fonction receive de cet événement. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est que donc pour le General Error Handler, pour revenir très rapidement dessus, vous allez tout simplement vous enregistrer sur un type d'événement à travers le dispatcher qui est Fatal Error, par exemple, avec un error code. Et donc, vous allez pouvoir le trigger à partir de n'importe où dans le programme et sans passer par des exceptions. Donc, c'est assez intéressant. Après, j'ai pas vraiment fait de benchmark pour voir la différence, si c'est vraiment si grave que ça ou pas. Mais c'était juste un essai pour voir si c'était possible. Le système manager, donc ça c'est vraiment ce que j'ai rajouté au code par moi-même, où je lui envoie le dispatcher, le registre d'entité et les plugins, et lui derrière, il va register à des types d'événements comme je vais commencer à lancer l'application, il va pouvoir clear le registre d'entité quand il en a besoin, et il va pouvoir, via le registre de plugins, les load, et ensuite appliquer des foncteurs dessus par exemple. Donc, il y a trois différents types de systèmes, parce que dans le monde du jeu vidéo, en tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on a par exemple les systèmes de pré-update, donc c'est tous ceux qui sont update en premier dans la game loop. Généralement, par exemple, vous avez l'input utilisateur ou les événements réseau. Ça m'est déjà arrivé de faire des événements réseau en premier dans la boucle quand j'avais pas de multithread, par exemple, donc ça marchait plutôt bien. On a ceux qui sont soumis au FPS, et ça c'est ceux que j'appelle la logic update. Donc c'est par exemple les mouvements ou les collisions, c'est pas tout le temps le cas, c'est l'approche que j'en ai ici, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Et on a les post-updates, c'est généralement tout ce qui va être rendering ou interpolation. Quand je dis interpolation, c'est que dans certaines game loops aujourd'hui, pour rattraper le retard qu'on a avec la physique, on fait certaines opérations comme reset des positions avant de render. Donc voilà les trois types de systèmes. Quand vous créez un système dans Shiva, vous pouvez choisir le type de système que vous allez implémenter, mais derrière, vous aurez toujours la même base classe. Le pseudocode, en gros, c'est ça. C'est tout simplement, vous avez une fonction update system qui va appeler prelogic, qui va appliquer tant qu'il y a du framerate, tant qu'on n'a pas atteint les 60 fps. On va call update system type, qui est en fait la logique. Enfin, on lui envoie la logique en paramètre là dans l'exemple. Et ensuite, on a la post-logique, donc tout ce qui est rendering, etc. Et la fonction renvoie le nombre de systèmes qu'elle update, parce que vous pouvez choisir, par exemple, de disable des systèmes si vous en avez envie. Parce que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous avez RA2I, constructeur, destructeur, vous pouvez juste faire quelque chose à l'initialisation et ça vous suffit dans votre système. Juste register des choses intéressantes et sans jamais appeler update, par exemple. Maintenant, la volonté principale du moteur, c'est un truc qui m'a paru assez évident au début, mais je ne voyais pas du tout comment faire, c'était de laisser le choix à l'utilisateur. C'est-à-dire que tous les utilisateurs, je me disais, mais le C++, c'est quand même assez compliqué au début, donc qu'est-ce que je pourrais leur proposer pour leur faciliter la tâche? Et en fait, j'avais envie de proposer donc trois différentes façons. Les plugins qui sont du C++, d'implémenter des systèmes de façon header-only, aussi du C++, mais aussi de passer par des scripts, parce que c'est quand même plus facile pour l'utilisateur de passer par un langage de scripting au début pour comprendre. Donc, par exemple, du Lua. Et donc, l'idée, c'est que vous avez un dossier, par exemple, les scènes du jeu, et vous pouvez créer la scène du jeu dans un script.
Donc là, c'est ce qui va gérer les scènes du jeu, donc le système de scènes, où je l'ai codé en Lua pour le fun, j'aurais très bien pu le faire en CPP. D'autres exemples, donc là, on a des librairies dynamiques, par exemple, pour le rendering, j'utilise la SFML, pour les collisions, j'utilise Box2D, etc. Et en fait, là, l'utilisateur peut choisir de coder ses propres plugins, remplacer un plugin existant, et normalement, il ne rentre pas en collision avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Parce que c'est vraiment une volonté de laisser à l'utilisateur 3 layers d'abstraction différentes, c'est-à-dire, est-ce que je veux plonger directement dans du C++, ou est-ce que, non, moi je veux juste faire un jeu assez simple, juste passer par du scripting, j'ai pas trop envie de m'embêter avec du C++. Je propose à l'utilisateur de passer directement par un script pour générer son projet. Derrière, s'il code juste des systèmes, il pourra s'en sortir et avoir un jeu entièrement en scripting, ou au contraire, il pourra aussi faire du C++ s'il en a envie. Les modules, bon, je vous ai un peu menti, c'est pas les modules qui vous seront présentés plus tard, mais c'est quand même vachement intéressant. Donc c'est comment on fait pour avoir vraiment un environnement, enfin un arbre de travail qui est vraiment clean et qui est le même pour tous les modules. Différent, quand je dis module, c'est juste des parties du projet en fait. On utilise les CMake Interface Library. L'idée des CMake Interface Library, c'est que quand vous allez linker dessus, en fait, tout le travail va être fait automatiquement. Donc les headers qui en sont dépendants, les librairies, etc. Tout sera linké automatiquement. Et donc ça, c'est vachement intéressant, on va le voir. On va voir une macro CMake magique que je vais essayer d'expliquer, qui est vraiment compliquée, mais qui est super cool. Donc là, je voulais zoomer, mais j'ai pas ma télécommande. Du coup, en fait, vous avez juste un arbre de travail où c'est les noms des modules ici. Dans le nom de ce module, en fait, vous avez un CMake à la racine du dossier de module qui est juste ici, là. Et dedans, en fait, il fait juste un for each et il ajoute chacun des dossiers où il y a évidemment un CMake à l'intérieur de chacun de ces dossiers. Dedans, on a 2 fichiers, on a un CMake list.txt et un CMake source.cmake, où dans le CMake source.cmake, on a les sources du module. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste set le module pass actuel au moment où on va rentrer dedans, et on va appeler la macro magique qu'on va voir juste ensuite. Donc l'idée, c'est que vous envoyez le nom du module que vous voulez créer. Donc par exemple, pp, ça veut dire préprocesseur. Donc là, je veux faire un module pour le préprocessing. J'envoie les sources du module, j'envoie le pass du module, et ensuite, je demande une installation automatique du module. Donc ça, c'est une autre macro qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais la plus importante, c'est create module. Qu'est-ce que ça fait, create module? Create module, c'est un peu spécifique, c'est-à-dire que c'est... Donc comme j'ai dit, vous lui envoyez le nom du module que vous voulez créer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en CMake, par définition, moi je l'ai appris au début, je pensais que c'était à la mode de mettre des namespaces partout et qu'on avait le droit de le faire. Et en fait, c'est réservé que pour les alias library ou les imported library. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je laisse quand même l'utilisateur le créer de façon simple avec un namespace parce que c'est plus simple. Derrière, je récupère le vrai nom de module en remplaçant les 2 points par un tiret. Et ensuite, je crée, comme vous pouvez le voir ici, une librairie interface. Là. Donc là, ça marche pour les headers only. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui pour les plugins, mais l'idée que vous devez retenir, c'est que quand je fais ici build interface directory, qui est en fait l'endroit du module, et ben en fait, je vais avoir tous les headers à l'intérieur qui seront automatiquement linker quand je vais dire moi je veux linker Shiva pp, automatiquement je vais avoir accès à tous les includes de Shiva pp et seulement ceux-là. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir tous ceux qui sont dans le working tree, et ça je l'ai trop vu en C++, j'ai pas envie de pouvoir include les autres modules quand je suis en train d'utiliser celui-là. Je veux pas que mon IDE me le propose, je veux pas qu'il le parse, et ça pourrait être error prone d'include un truc dont j'ai vraiment pas besoin. Donc ça, c'était vraiment la partie qui ressemble un peu aux modules qui sont voulus en C++, où vraiment on paye pour ce qu'on utilise et on veut rien d'autre. Du coup, c'est tout pour cette macro, mais l'usage est assez facile. Quand vous appelez la macro, ça vous crée le module, bon, ça vous affiche des petits messages, c'est super cool. Et en fait, vous avez juste à dire, vous voulez linker ce module spécifiquement, donc par exemple Shiva 2.2.pp, et automatiquement, c'est juste cette ligne-là, vous allez pouvoir include tous les fichiers qui sont liés par rapport à pp. Et si vous avez une interdépendance d'un module vers un autre, vous pourrez aussi include ce module. Donc ça, c'est vachement bien. CMake le gère pour nous, donc on en profite. Petite information, je crois que c'est depuis 3.7 ou 3.6 que c'est disponible, donc faites attention si vous voulez l'utiliser pour vous dans votre entreprise, etc. Ça vous faut quand même une version assez récente de CMake. Je ne sais plus exactement la version, mais ça doit être quelque chose comme ça.
Donc, ça va. Bah, j'ai vu des sociétés où on était encore en 2.8, donc je me permets de dire... Il y a des sociétés qui sont toujours en 2.8, donc voilà. Oula, j'ai dépassé? Oui, non, si, c'est bon. Du coup, on va parler des énum magiques en C++, et ça, c'est vraiment, vraiment rigolo. Comme vous pouvez le voir sur l'image, donc là, j'ai vraiment essayé de simplifier. Vous créez une énum avec une macro, malheureusement, désolé. Vous lui donnez les values que vous voulez envoyer. Pour l'instant, j'ai pas pu gérer le égal à l'intérieur parce que j'ai problème avec le préprocesseur, mais j'y arriverai un jour. Donc ça, c'est un ami qui a fait ce module parce que j'avais dit que ça serait quand même vachement bien de l'avoir. Donc l'idée, c'est que vous créez une énum, là, elle s'appelle unenum, donc ça, c'est juste le nom de l'énumération, et vous lui dites que, par exemple, vous voulez la créer avec cette valeur-là, et ça y est, vous avez unenum value A. Ensuite, vous pouvez changer cette valeur, évidemment, comme une énum normale, et vous pouvez, par contre, profiter de la syntaxe agréable de pouvoir la transformer en string, ou de récupérer une valeur directement à partir d'une string implicitement, et aussi de pouvoir boucler directement dans toutes les valeurs, de pouvoir les toString, etc., etc. On va voir un exemple juste après, très utile de cette macro magique qu'on va voir. Alors, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas bien à voir? Parce que j'avais prévu de zoomer, du coup, mais... Bon, je vais essayer d'expliquer. En gros, vous avez une grosse macro en haut là, qui appelle enumMake. Ça, c'est enumMake. Ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que vous avez juste du préprocessing. Le plus important, c'est de pouvoir compter les arguments qui arrivent après. Donc, vararg ici, c'est tous les arguments que vous avez envoyés, donc toutes les valeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de valeurs et on va créer un array de ces valeurs. Donc, normalement, ça sera connu à la compilation. Après, je ne sais pas si std-array, c'est totalement constext, il faut voir. Et du coup, l'idée, c'est que dedans, vous avez quelques fonctionnalités qui sont intégrées. Donc, size, qui va, pareil, la taille de votre énumération, ça sera en fonction du nombre d'arguments que vous allez envoyer. Vous allez avoir dedans des opérateurs de conversion. Vous allez même pouvoir récupérer une string view, il me semble, dans la deuxième partie. Si on regarde, voilà, vous avez string to value. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous pouvez lire un fichier. Si je peux expliquer, vous pouvez lire un fichier où dedans, vous avez les valeurs sous forme de string, par exemple. Et quand vous les lisez, vous créez tout simplement l'enum. Et automatiquement, vous allez récupérer la valeur en fonction de la string qui est dans votre fichier. Et ça, c'est vachement utile. On ne se rend pas vraiment compte, mais c'est quand même vachement utile. Après, bon, je ne dis pas que c'est hyper rapide, mais si vous en avez besoin, c'est toujours sympathique. Et ensuite, un usage concret de comment ça s'utilise et pourquoi c'est sympa. Je crée une enum qui représente les effets de son du jeu que j'ai envie de créer. Et j'ai une fonction qui s'appelle initResource qui va parcourir l'énumération et qui va mettre toString dessus et rajouter un suffixe, par exemple .ogg dessus, et appeler un resource handler avec dessus directement. Et c'est bon, j'ai pu load toutes mes ressources. Si j'en rajoute une et que je recompile, il va aller chercher dans le dossier. Après, on aurait très bien pu read le dossier si on avait envie, mais voilà une approche qui peut être sympathique si on veut faire comme ça. Donc, toujours bien. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher, par exemple, là, click.ogg, clicksmooth.ogg, etc. Donc, voilà un usage concret où, si on n'avait pas eu ça, on aurait dû faire un énorme arrêt de conversion. Voilà. Mais au moins, ça permet de load que ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de boucler dans le directory, on lui envoie le pass et on considère que les fichiers sont dedans. Donc, pas besoin de récupérer toute la liste des fichiers, etc. etc. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, c'est le cas qui va me prendre le plus de temps à expliquer parce que j'ai passé au moins 2 mois sur ce problème. En fait, vous avez, j'utilise une librairie qui s'appelle ENTT, qui est donc l'Entity Component System, mais sans les systèmes, où dedans, il y a cette classe qui s'appelle Family, qui en fait, elle est templatée sur des types ou un seul type, par exemple, si on a envie, et elle vous génère un ID unique. Et quand vous allez l'utiliser la première fois, ça sera 0. Quand vous allez l'utiliser la deuxième fois, ça sera 1, 2, 3, etc. Donc, je pense que tout le monde ici peut voir à peu près l'usage qu'on en a, donc c'est vachement cool. Déjà, quand j'ai discuté avec cette personne, quand je lui ai expliqué le problème que j'avais, la personne m'a expliqué que si elle faisait ça, c'est parce que l'ID qui était généré était utilisé comme index d'un tableau et il ne pouvait pas générer un ID aléatoire qui était énorme parce qu'il avait besoin que ça se suive, justement. Donc, je crois que j'ai fait un exemple de comment il l'utilise, d'ailleurs. Voilà, il fait comme ça. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il là, par exemple, je vais trigger un event
keep rest. Et ce qu'il va faire, c'est que la première fois qu'il existe, à l'intérieur de la famille, il va me générer la statique, et la deuxième fois que je vais l'appeler, il va l'incrémenter, etc., etc. Et ensuite, il a un conteneur, il a une collection de ces types-là, et dedans, il stocke ses wrappers. Enfin, ces callback wrappers, qui sont en fait les fonctions receive des événements. Et alors, si quelqu'un voit immédiatement le problème, là, il y en a un énorme, c'est qui voit à peu près ce qui se passe quand on utilise des DLL avec ça? Oui. Faire un statique au milieu de la classe. Oui. Et donc, du coup... On a deux qui sont chargés avec les statiques inlinés dans la DLL, bah, tu brises l'ODR. Voilà, je brise ODR. Donc, c'est quoi le risque qui va se passer quand, par exemple, je vais appeler un événement pour la première fois dans la DLL et que je ne l'ai pas appelé dans le programme principal? Qu'est-ce qui va se passer concrètement si la première fois que je trigger... Voilà, je vais avoir des ID qui sont différents, qui conflictent, et du coup, je risque de faire plein de choses. Donc ça, on va le voir. Donc j'ai été quand même gentil sur le... Oui. Oui, de repasser avant. Oui. Oui. En fait, il faut que tu remontes le code d'avant. Oui. Alors ici... En fait, c'est une classe template. C'est une classe template, et ici, vous avez donc un identifieur qui est celui qui va être généré. Et le problème, en fait, c'est que quand je vais appeler la première fois l'événement, il va donc... elle est déjà générée dans le binaire, mais ça va l'incrémenter. Et en fait, le risque que je vais avoir, c'est que si j'appelle un événement dans la DLL et que je ne l'ai jamais appelé dans le programme principal, bah, je risque d'appeler la mauvaise callback, par exemple, ou de ne pas être régulé. Du coup, moi, j'avais comme contrainte de ne pas pouvoir modifier la lib d'origine, malgré le fait que j'ai créé des issues pour lui demander de l'aide ou de lui dire s'il pouvait changer son approche. Donc j'ai quand même dû m'adapter. C'est ça qu'on va voir, là, c'est comment j'ai pu faire. C'était assez chiant. Et donc, pour revoir tout simplement ce qui se passe concrètement, vous avez Identifier, qui est là, c'est le programme principal, donc c'est le binaire. Et là, c'est la DLL que j'ai démangle que sur la deuxième, d'ailleurs, c'est dommage. Et donc, on voit bien que j'ai Internal Dispatcher Event Family qui est créé ici. Bon, là, c'est pareil, Internal Dispatcher Event Family qui est créé là également. Donc, ils ont bien des adresses uniques, etc. Donc, quand je vais appeler, je ne sais pas laquelle va être appelée en première. Enfin, c'est un brouhaha complet. Donc, le problème, ça va être que le comportement est complètement indéfini. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Ça va peut-être appeler la mauvaise callback, ça va peut-être appeler une callback qui n'existe pas. Et aussi, la variable statique qui est dans la DLL ne sera pas forcément la même que dans le programme principal. Donc, qui voit comment on peut régler ce problème avant que je montre la solution? Oui. Il me semble que non. Non. Oui. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on ne peut pas mettre un wrapper ou une classe devant cette interface template pour que les ODLL n'utilisent pas les versions template? Alors l'idée, c'est c'était une des réponses de la personne. Il m'avait dit de faire du type erasure et donc de rajouter des virtuels, etc. Et moi, j'avais répondu que je voulais garder les performances originelles sans passer par de l'effacement de type, parce que là, on ne se rend pas compte, mais c'est des fonctions qui sont appelées très très souvent, en fait. Surtout pour le deuxième identifieur qu'on voit dans le registre de composants, il est appelé mais des millions de fois par tour de boucle, et je ne voulais pas perdre justement l'optimisation, donc c'est ce que j'avais expliqué à la personne. Et surtout que c'était un travail énorme, parce que l'interface, il fallait faire plein de choses dedans, il y avait plein de fonctions à override, etc. Puisque sa famille, elle disait partout. Donc là, la solution que je vais vous montrer, c'est comment j'ai pu résoudre ce problème de façon simple et de tout cacher à l'utilisateur. L'utilisateur ne voit absolument rien, tout est fait en interne. Donc là, on ne voit pas très bien, mais en gros, j'ai une fonction qui s'appelle initLibrary, où en fait, j'ai deux métallistes. J'ai une métalliste de composants que je vais utiliser dans la DLL et dans le programme principal. C'est les composants qui sont communs aux jeux vidéo en général. Évidemment, on peut en ajouter à la compilation si on a envie. On peut dire, moi, j'aimerais avoir des composants additionnels. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en interne, si le système actuel est un plugin, il va appeler la fonction initLibrary. Évidemment, le programme principal appelle aussi initLibrary, envoie les deux listes de composants, donc qui sont Common Event List et Common Components.
où dedans c'est juste une liste de types tout simplement, et dedans je vais appeler pour la première fois register type ou dispatcher sync ici, et en fait à l'intérieur ça va appeler la family, et ce qui va se passer c'est que les identifiants, peu importe que ce soit dans la DLL ou dans le programme principal, bah, vont être régulés et vont être exactement la même valeur tout le temps. Donc je ne vais jamais appeler la mauvaise callback en fait comme ça. Malgré le fait que j'ai brisé ODR, j'ai quand même la même valeur dans les deux en permanence et ça ne sera pas autrement. Donc ça c'est une solution qui me paraissait cool malgré le fait que j'ai brisé ODR. Oui. Je vais essayer de reformuler pour voir si j'ai bien compris. Oui. Donc en gros, tu as une statique, elle est dans deux DLL différentes puisque l'inclus par tempête. Donc en fait, ta statique, elle existe en double. Oui. Donc ce que tu as fait pour régler le problème, c'est que tu te débrouilles pour que tu la fasses évoluer de la même manière à la fois dans le programme principal et dans la DLL. Comme ça, le fait qu'elle existe en double, c'est pas gênant parce que tu lui fais faire les mêmes opérations dans le même ordre au même moment et donc du coup, elle est en double, mais les deux auront la même valeur. Voilà, exactement. Et du coup, j'avais une autre solution dont on m'avait parlé, que j'avais trouvé intéressante, mais qui était intrusive pour l'utilisateur. C'était à la création du plugin de strip la variable qui est en double, parce que de toute façon, au runtime, il l'aura quand même. Parce qu'il trouvera la variable, parce qu'elle ne sera pas en double. Et donc, du coup, ça marchera quand même. Donc, c'était problématique. Oui. C'est un peu dans ce genre-là, mais si tu mets un attribut weak sur ta statique quand tu compiles pour une DLL, c'est pas mal que justement le linker dynamique te choisisse celui qui n'est pas weak qui est celui qu'on est. Tu veux dire hidden? Non, c'est vraiment l'attribut weak. Je connais pas. C'est un attribut pas standard, ça? Je pense pas que c'est dans standard, mais tu mets dans ce attribut, dans ce standard, vous pouvez Ah oui, non, mais j'ai oublié de préciser que c'est un moteur qui est cross-platform, donc il faut que ça fonctionne aussi sur un MSVC. Ouais, t'as l'équivalence visuelle, si tu cherches bien. Ouais. Ok. Enfin bref, à tester pour voir. Je sais pas si c'est intrusif. Mais justement, le problème, c'est que je voulais pas changer pour l'utilisateur. Je voulais pas qu'il appelle quelque chose en plus, etc. Non, là, l'idée, c'est vraiment que, bah, en fait, s'il a créé un plugin, bah, je le sais au runtime, de toute façon, il y a un booléen qui est set directement, donc je sais si c'est un plugin ou non. Si c'est un plugin, j'appelle la fonction init library dessus, et je régule la DLL, et je suis sûr que j'aurai toujours la même chose dans les deux. Oui. Si j'ai bien compris, du coup, c'est 2 fois plus de travail? Non, parce que c'est fait... Enfin, oui, mais c'est fait qu'une fois à la création de l'objet, et du coup, c'est plus jamais fait après, donc normalement, ça va. Enfin, là, dans l'exemple qu'on voit ici, c'est vraiment appelé dans le constructeur du plugin et dans l'un des constructeurs du programme principal. Donc, je ne le fais pas à chaque fois. Je ne pense pas que le coût soit si horrible que ça, parce que bon, une fois que le jeu est lancé ou que l'application est lancée, les objets sont créés, donc c'est plus notre problème. Donc je pense quand même que c'est sympathique. Et l'idée aussi, c'est que alors, je fais tout ça à partir d'une entité qui existe, donc elle est détruite. Et évidemment, quand il y a le hot reload de plugin, cette fonction est rappelée pour bien reset la DLL à son originel. Oui. Et alors, tu n'as pas été tenté de tout simplement utiliser une autre lib qui t'a à réécrire? C'est pas si long que ça. C'est la librairie que j'utilise là, c'est vraiment celle qui a été benchmarkée le plus et qui est vraiment la plus rapide actuellement en termes d'entité C++ open source. Parce qu'il a des optimisations vraiment incroyables à l'intérieur. Enfin, il a vraiment optimisé énormément sa librairie et elle est reconnue comme telle maintenant. Donc, franchement, l'idée du projet, c'était aussi de présenter des librairies open source, malgré le fait que j'ai codé énormément dans le projet, plein d'autres choses. Mais cette partie-là, j'avais vraiment envie de présenter sa lib parce que j'avais trouvé son travail génial et je m'étais fixé comme objectif de m'adapter au... Même si, personnellement, moi, je considère que c'est incorrect de faire ça. Oui, oui, on est d'accord. Il y a une manière super simple de faire en sorte qu'il y ait une seule source, c'est de faire en sorte que c'est l'utilisateur qui la fournisse en tant que dépendance. Et du coup, tant qu'il ne fait pas ça, pour moi, elle est incorrecte. Enfin, je dis ça, c'est une critique pas de toi. Mais... L'utilisateur ou le développeur? La lib est incorrecte. La lib, bah en fait... Ça veut dire qu'en fait, elle est designée pour te forcer, par effet de bord, elle te force à n'avoir qu'un seul binaire et tu dois avoir... après avoir discuté avec le créateur, il m'a clairement dit, la lib, elle n'est pas faite pour être DLL friendly. Ouais. Je veux plus tard qu'elle le soit. Pour l'instant, c'est pas un de mes objectifs. Je suis désolé, mais comme elle est actuellement, ça me convient très bien et c'est à toi de te débrouiller. En gros, c'est ce qu'il m'a dit et il m'a dit que voilà, il n'avait pas énormément de temps de travailler dessus, donc il m'a dit carrément paye-moi et peut-être que je changerai le truc. Il a raison.
Ah, il m'a dit si tu me payes, je la ferai DLL friendly. J'ai dit bon, je vais me débrouiller tout seul. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Mais après discussion, c'est aussi bien parfois de se mettre des contraintes comme ça parce qu'on arrive dans des entreprises où justement, on va avoir des cas où on n'aura peut-être pas le droit de modifier quelque chose, ou ça peut nous arriver. Donc, il faut s'adapter à une lib qu'on utilise. Et ça, c'était un cas sympathique. Je suis d'accord avec toi que c'est bien d'avoir une expérience comme ça. Oui. Je ne suis pas d'accord que ce serait une bonne idée de le garder quand tu peux changer. Évidemment. Mais là, ça dépend plus de moi, du coup. Oui. Ouais, ma question, c'est pourquoi tu prends une DLL de ce système-là, vu qu'il a l'air d'être au cœur de ton engine, et que tu veux quand même que tout fonctionne par rapport à des entity components, y compris éventuellement des plugins de physique, des AI, que tu veux, ils adhèrent à ce principe-là. Alors pourquoi en faire une DLL alors que tu pourrais finalement avoir ton engine qui soit header, CTP classique, et finalement peut-être tu aurais moins de problèmes. Alors, l'idée, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que dans les jeux vidéo, vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui jouent à des jeux vidéo récents, vous allez avoir envie, par exemple, de passer de OpenGL à Vulkan. C'est déjà arrivé dans les jeux, qu'on vous laisse l'option. Ou vous voulez changer de type de rendering, etc. Ça existe toujours dans les jeux, par exemple Dota, que j'ai en tête, qui fait ça. Et l'idée, c'est que si j'étais passé par du full compile time et que j'imposais des librairies comme la SFML, le moteur serait beaucoup moins modulaire. Alors que là, l'idée, c'est que quelqu'un, il arrive, il crée son module SDL2, juste de rendering, il implémente juste ce qu'on va voir plus tard pour le scripting, et derrière, il change même pas le programme, c'est reload directement et ça fonctionne. Oui. Donc, ce que tu dis, c'est que ce que tu veux, c'est que l'utilisateur puisse changer, par exemple, une dépendance d'un programme, un des modules, en fait. Un comportement via une DLL. Oui. Okay. Mais ça ne valait pas le coup de juste demander une compilation sans avoir à toucher le code. L'idée, c'est que par exemple, je veux rajouter un plugin ou un add-on dans le jeu auquel je suis en train de jouer, que j'ai également développé. Je peux juste modifier la DLL, pas recompiler le reste du moteur. Le moteur, quand même, il met pas mal de temps à compiler parce qu'il y a énormément de templates, énormément de génération de code. Donc l'idée, c'était de réduire ce côté-là pour laisser en fait le choix à l'utilisateur, tout simplement. C'est-à-dire que l'utilisateur, comme il l'a dit, et c'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est ça que j'ai oublié de répondre, c'est que si on veut faire full compilation, on peut. Les systèmes marchent aussi en header only. Donc si on fait que des systèmes header only et qu'on n'utilise aucun des plugins, on arrive dans la situation qu'il vient d'expliquer et tout fonctionne, on n'a pas ce problème. Alors, oui. Ils ne peuvent pas être statiques. Enfin, des librairies statiques. Oui, ça pourrait être également. De toute façon, quand je vais le faire pour Android, j'aurai des devs qui créeront des librairies statiques et j'aurai pas ce problème, évidemment, ça sera contourné. Mais là, l'idée, c'était de laisser le choix à l'utilisateur, justement. Et c'était vraiment un des trucs principaux. Et ce qui est vachement bien, c'est que là, vous allez dans le module, par exemple, SFML Rendering, vous changez une ligne, vous la compilez, et votre programme est déjà lancé, et automatiquement, ça reload ce système-là, rien d'autre. Il n'y a aucune autre partie du code qui a été impactée, et ça, je trouve ça vraiment sympathique quand on veut viser des parties précises de son jeu ou de son moteur. Donc, c'est quand même cool. Après, c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est sûr. Non, c'est des bons exemples. En fait, la majorité des développeurs de jeux, ils ont un exécutable. Sauf quand ils ont des moteurs où généralement il y a des délais. Donc en fait, à part si tu es dans le cas où tu vises un marché PC et du coup tu veux que ce soit facilement extensible, auquel cas tu as besoin de chargement de plugin. Et en fait, moi je vois des cas où tu veux que ton moteur soit bien modulaire, tu le changes au runtime, c'est pas vraiment runtime, mais au lancement, et pas à la compilation. Mais en fait, de la manière dont tu le décris jusqu'ici, sauf pour l'histoire du choix, du coup, si c'est l'utilisateur qui a le choix, il faut que ça marche. En fait, ça aurait pu marcher si tu demandais à ce que tous les modules soient forcément statiques. Ça va être le cas, par exemple, s'il choisit comme de target, parce qu'il y aura un éditeur Android, derrière, automatiquement, tout sera statique, mais il fallait que je puisse gérer ce cas-là pour ceux qui veulent faire du PC. Et ce qui est bien, c'est que je ne les oblige pas du tout à utiliser les plugins. Ils ont le choix, ils peuvent faire du header only, ils peuvent faire du scripting seulement s'ils en ont envie, donc ça résout aussi le problème, en fait, ou ils peuvent faire des DLL. Les DLL ont quand même certains intérêts. Oh. Ouais. Non, c'est bon, il est... Je sais pas si... Ah, peut-être que le deuxième va répondre. Bon, on va passer à la suite. Ah, c'est dommage, j'ai fait une petite erreur. Donc, là, on va parler de la réflexion statique qui n'utilise pas RTTI, contrairement à la plupart des réflexions runtime qu'on a, sauf une qui existe qui s'appelle RTTR, il me semble, qui est une librairie open source.
Mais là, on va voir vraiment la réflexion statique. Et en plus, on a de la chance parce que je crois qu'elle est en route pour le standard, il me semble. Donc, c'est l'occasion de voir comment on peut faire actuellement avec nos petits besoins. C'est un peu intrusif pour le moment. Et le but du standard, c'est que ça soit pas du tout intrusif, justement. C'est quoi qui est en route pour le standard? La réflexion statique, il me semble. Ah, ok. Je crois que tu parlais de la librairie. Okay. Non, statique. Ouais, je parlais de statique réflexion. Le fait de faire une réflexion statique. Alors, alors le goal, c'est tout simplement, comme toutes les réflexions, de pouvoir récupérer par exemple des membres, des fonctions, le nom d'une classe, et par exemple, et le but c'est que ça soit quasiment full compile time. Bon là j'ai écrit full compile time, mais en fait, en vrai, il y a des opérations qui restent toujours runtime, récupérer une fonction, etc. Et donc du coup, on va avoir donc là, un petit exemple très simple, très simple. On a une classe qui s'appelle I like reflection. Et dedans, c'est un peu intrusif. Je suis désolé, pour le moment, il n'y a pas de solution vraiment qui est pas intrusif en réflexion statique, parce qu'il faudrait tout mettre dans un seul fichier et que c'est assez compliqué. Et encore une fois, j'ai pas envie d'imposer ça à l'utilisateur. L'idée est d'avoir une petite fonction statique à l'intérieur qui est reflected member, par exemple. Et à l'intérieur, je vais pouvoir reflect chacun des membres avec une petite macro. On va voir ce qu'elle fait juste après. Donc là, ce qui se passe concrètement, en fait, c'est que ça prend le membre i qui est un int. En fait, ça skip le namespace et ça le reflecte à l'intérieur. Pour reflect class, par exemple, I have a reflective name, ça crée une fonction statique qui renverra donc ce nom-là sous forme de string. Et pour le dernier reflected function, c'est exactement la même chose. On aura un pointeur sur fonction qui sera là, en l'occurrence, func. Donc l'implémentation, déjà pour la première partie, pour les namespaces, c'est un tout petit trick, mais c'est si vous voulez pas vous prendre la tête. Vous envoyez exactement comme vous le ferez quand vous l'envoyez en paramètre de fonction. Et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va... C'est UB, ce qu'on voit ici d'ailleurs, parce qu'il y a point data sur StringView, mais c'est contrôlé dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Enfin, dans ce cas-là précis, c'est pas UB. Mais je vous conseille jamais d'utiliser point data sur une StringView, parce que il n'y a pas de \0, donc faites très attention à ce que vous faites. Là, c'est contrôlé, à ce moment-là, on est sûr de ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est juste de skip le namespace pour récupérer la data à l'intérieur et donc de la reflect. Et comment ça fonctionne derrière, c'est sur la slide d'après. Donc là, vous avez reflect class pour les strings. Pas constext, pas de string view, parce que justement, j'ai fait les pour et les contre, et la plupart des fois où j'avais besoin du nom de la classe, malheureusement, c'était pour l'envoyer à des API qui existaient déjà derrière et qui ne sont pas encore en string view. Du coup, c'était un peu chiant à chaque fois de passer de string view à string, sachant qu'il n'y a pas de \0, etc. Donc c'est pas terrible. Du coup, derrière, comment ça fonctionne? C'est assez rigolo. Par exemple, quand vous avez une map qui est juste la map, tout simplement, c'est un tuple. Un tuple de type. Ouais. Oui, on est bientôt à la fin. Comment ça fonctionne très simplement? On a une map concept qui est un tuple. On lui envoie la clé, donc par exemple le nom d'une fonction qu'on veut récupérer, et ça nous la renvoie directement. Bon, l'idée assez sympathique, c'est que ça utilise un visiteur, donc c'est assez C++17. Vous allez récurse tant que vous ne tombez pas dans la bonne, et sinon vous allez throw, mais ça on le voit juste après. C'est que j'ai encore un peu de throw. Et donc du coup l'idée c'est que quand vous voulez call une fonction, on va appeler getMember, et si l'optional qu'on nous a renvoyé n'est pas bon, on va throw, sinon on va appeler directement cette fonction. Très simplement, on envoie les arguments en paramètres et on appelle la fonction. Donc vraiment quelque chose de simple. Et donc l'idée c'est que par exemple quand vous voulez récupérer un membre ici, je fais getMember, j'envoie le pointeur vers le membre que je veux récupérer, ici c'est _d, j'envoie directement ILR, et dedans, quand je vais déréférencer le pointeur, je vais bien récupérer la valeur initiale, donc 3.2. C'est assez simple, c'est comme la réflexion runtime, sauf que la plupart du travail est fait à la compilation. Ensuite, pareil pour les fonctions, ça marche exactement de la même façon. Donc on peut même vérifier qu'une fois qu'on a call la fonction et qu'on lui a envoyé 2, elle nous renvoie bien 2. Donc là, la fonction renvoie 2
et on vérifie que c'est bien 2, donc ça fonctionne parfaitement. Class name, bah, toujours très simplement, là on l'accède de façon statique, on fait 2 points class name et on a bien le même nom. Et on va voir dans le dernier chapitre que je vais essayer de faire très rapidement à quel point ça génère du code, et c'est assez énorme. Donc scripting et génération de code. L'idée, c'est d'implémenter la logique directement dans des scripts. Ça, c'est fait dans plein d'éditeurs de jeux actuellement, c'est quelque chose d'assez commun. Surtout, c'est plus facile pour l'utilisateur qui n'a jamais fait de C++. C'est l'une des volontés que j'ai expliquées au début. Et la génération est assez magique et utilise la réflexion statique, du coup. Du coup, l'idée, c'est que là, vous avez une entité scriptée, et je fais par exemple add layer 1 component. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le layer 1 ici, c'est le nom de la structure en C++, et elle me génère cette fonction-là. Donc, si j'ai une structure qui s'appelle layer 2, elle générera aussi cette fonction-là. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Bon, après, une fonction init, une fonction update qui est appelée à chaque tour de boucle, où vous implémentez votre logique de façon assez simple. Il manque un 2 points. Il manque un 2 points peut-être quelque part. Où ça? Devant add layer. Non, il y a un 2 points là. Oui, il y a un seul 2 points. Non, mais c'est du pardon, Lua. c'est du Lua. C'est du Lua. C'est du Lua, donc c'est la syntaxe en Lua. Ok. Bon, là c'est pareil, mais c'est un système en fait. Non, c'est une scène, pardon. Donc on peut créer une scène, on peut créer des entités, on peut créer des systèmes également. Donc là, l'idée, c'est pareil, ici, vous allez register les types de fonctions auxquelles vous vous intéressez. Key release, key press, c'est des choses qui existent déjà dans le C++. Et si elles sont set, elles seront appelées. Si elles ne sont pas set, elles ne seront jamais appelées. De façon très simple. Là, c'est un scene manager, pareil, c'est un système. Ici, on dit que c'est un système de logique. Donc, automatiquement, quand je vais register le script, il sera appelé dans les logic systems. Là, la génération magique de code, en fait, c'est juste les lignes de code que vous voyez ici, ça génère 8 millions de lignes de code. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, vous avez une liste de types, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la Common Event List, la fameuse dont on l'a vu tout à l'heure, où vous avez plein de choses. Fatal Error, Start Game, Quit Game, Keep Rest, Key Release, After Load Resource, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va juste on va parcourir chacun des types ici, et on va dire, expand la liste, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tuple 4 et on va tout foutre dans un tuple. On va faire nom de la classe, virgule, nom de la fonction, virgule, le pointeur sur fonction, virgule, le nom du membre, virgule, le pointeur vers le membre. Et tout ça, juste dans cette snippet de code. Et donc, ce qui va se passer ici, quand vous allez faire std apply, c'est qu'il va, en fait, entre guillemets, unpack le tuple et vous allez avoir en argument ici tout ce que prend state.newUserType, qui est en fait une librairie que j'utilise qui s'appelle Sol2. Et j'avais même essayé de faire la même interface pour pbind, et ça marchait les deux pareils, pas besoin de modifier une ligne de code. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je rajoute un type ici, et ça y est, il est register directement, je le compile juste à cet endroit-là, et pas ailleurs, et tout est register automatiquement. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Pour les événements, pareil, là, je vais rajouter la fonction trigger, donc c'est sympathique. Et même si j'ai des arguments sur le constructeur, à l'intérieur, j'ai un truc statique, un invoker que je peux set et appeler ensuite. Et on va finir sur la vidéo, ça dure juste 1 minute si c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas s'il y a le son, mais il n'y a pas le son. C'est dommage. Oui, en fait, c'est un projet qu'on a fait à l'école où c'était une reproduction d'AirType. Bon, il n'y aura pas le son, dommage, mais l'idée, c'est ce qui était possible de faire avec le moteur. Et donc, c'est assez rigolo et ça a pris très peu de lignes de code à faire, donc c'était plutôt sympathique. Donc évidemment, ça tournait à 60 fps, il n'y avait pas vraiment de bugs, mis à part le fait que là, peut-être il y en a dans l'explication, etc. Et on va même pouvoir voir de la fake 3D, donc là, un petit quad tree, c'était juste un système du moteur. Hein. Là, pareil, vous aviez un menu assez sympathique. Et ça, c'était juste de la 2D, c'est juste des sprite sheets aussi, donc vous pouvez changer de langue en runtime. Et tout est juste des systèmes, des composants. Il n'y a pas un seul truc d'héritage à part les systèmes dans tout le projet. Il y a juste de la composition. Évidemment, le lien du GitHub sera mis en commentaire sur le Meetup, etc., etc. Donc là, c'était pareil, juste avec des composants, etc. Donc,
voilà. Voilà.